On va parler du numérique en Afrique aujourd'hui. Ce secteur va-t-il transformer le continent? Est-ce un atout ou bien un mirage? On en parle avec Mactar Diop. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures. Commençons donc par ce qui se passe en Tunisie. Double attentat suicide, c'est un pays que vous connaissez. Une réaction? C'est terrible. Nous sommes d'abord de nos condoléances au peuple tunisien. C'est terrible. Ça nous rappelle simplement que les États sont fragiles. Il faut qu'on continue à travailler pour adresser les conditions, les raisons de cette fragilité. Je viens juste de rentrer d'Addis Abeba où nous avons eu notre réunion sur l'IDA avec tous les bailleurs de fonds que soutiennent la Banque mondiale, et un axe sur la fragilité a été renforcé. Nous allons continuer à travailler dans les pays fragiles, dans les pays du Sahel. Les initiatives Sahel qui avaient été développées avec la France et avec d'autres pays partenaires vont être renforcées. Nous allons continuer à investir fortement dans les pays fragiles, car nous voyons que la situation est encore fragile dans un certain nombre de pays. La Tunisie est un pays connecté. On sait que c'est le cas aussi du Rwanda, s'agissant du numérique, pour ne citer que deux pays. On a le sentiment aussi que malgré les progrès en termes d'accès au numérique, malgré les progrès économiques aussi, tant qu'il n'y a pas d'insécurité, il ne peut pas y avoir de réel développement. Le Mali, le Burkina Faso en paient le prix encore aujourd'hui? Absolument. La situation que nous avons connue dans le Sahel en particulier et dans le nord de l'Afrique est une situation difficile. Mais je crois que les États ensemble essaient de réfléchir à des solutions. Et nous, le rôle que nous avons à jouer, une institution comme la Banque mondiale, c'est d'essayer de voir l'aspect économique, l'aspect développement, mais également renforcer les institutions, tout ce qui est gouvernance, pour permettre justement de créer un environnement qui réduise toute cette incertitude. Mais vous n'abandonnez pas les pays à risque, justement, la Banque mondiale? Au contraire, nous sommes encore plus impliqués dans les pays à risque que jamais. Actuellement, une grande partie de nos ressources vont essentiellement dans les pays à risque parce que nous considérons que c'est un rôle essentiel qu'une institution de développement comme la Banque mondiale doit jouer. Mais tout à l'heure, Sophie Bessis nous le disait, ce sont souvent des Tunisiennes et des Tunisiens qui ont commis ces attentats, même s'ils sont, entre guillemets, aguerris au terrorisme à l'étranger. Ça passe par l'éducation aussi, on imagine, de ces jeunes pour leur offrir un autre avenir? Ça passe par l'éducation, ça passe par l'inclusion, ça passe par la réduction du gap entre les hommes et les femmes, donner des opportunités à tout le monde dans la société. Ça passe par inclure encore plus les jeunes dans la définition des politiques de développement, leur donner un espace. C'est pourquoi je crois que ce qui se passe dans le digital et dans le numérique, avec les start-up, est une opportunité pour les jeunes, justement, de s'insérer encore plus rapidement dans le monde du travail. Alors vous, à la Banque mondiale, vous avez lancé un projet baptisé Digital Moonshot for Africa, une initiative de transformation numérique. C'est mené conjointement avec l'Union africaine. Quelle est l'ambition? L'ambition, c'est d'ici 2030, de pouvoir donner accès à l'Internet à tout le monde en Afrique. Internet, c'est haut débit, que ce soit 4G ou que ce soit du broadband, comme on dit, c'est l'objectif que nous avons. Pourquoi? Parce que cela permet justement d'attirer des investissements. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on voit il y a $1 milliard qui sont allés dans les start-up en Afrique. Bien que ce soit distribué de manière inégale sur le continent, parce qu'il y a environ $350 millions qui ont été mobilisés au Kenya, 300 millions au Nigeria, 250 millions en Afrique du Sud. Il y a quand même des investissements qui vont dans les start-up, et ça, sans l'investissement dans le digital, dans le numérique, on ne peut pas arriver à avoir ces créations d'emplois et cette croissance. Mais start-up est un terme un peu vague anglophone, des jeunes pousses, comme on pourrait les appeler en français, mais dans quel domaine elles innovent, ces entreprises africaines? Beaucoup dans le secteur financier, ce qu'on appelle en anglicisme le fintech. C'est justement ce qui s'est passé au Kenya avec M-Pesa, qui a permis justement d'avoir de nombreux services financiers qui ont été développés, du commerce e-commerce qui est développé. Je donne une anecdote, j'étais récemment l'année dernière au Kenya, et il y avait un jeune Kenyan qui a développé une application qui permettait justement de vendre des chèvres, des cabris, des moutons avec une application. Donc c'était tout à fait adapté à la réalité kenyane. Lors des fêtes, il suffisait d'appuyer sur son application et se faire livrer à domicile un mouton, un cabri ou un autre animal de cette nature. Alors, sans essentialiser l'Afrique, c'est vrai que ça paraît paradoxal parce qu'en même temps que vous menez ce projet, vous en menez un autre qui vise, lui, à électrifier le continent. C'est-à-dire que
Vous misez sur le numérique, mais en même temps, tout le monde n'a pas l'électricité, c'est quand même la base. Ça va ensemble parce qu'on a eu une croissance très, très importante en termes d'accès. L'accès s'est accéléré et surtout, on a eu au niveau de la production des efforts importants. On a même actuellement, dans un pays comme le Ghana, un excès de production. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est essayer d'aider les pays à investir dans la distribution et à accroître l'accès. Donc, nous préparons une initiative qui soit similaire à celle que nous avons développée dans le numérique sur l'électrification visant à accroître l'accès. Et pour ce faire, nous avons des avantages importants en Afrique. Un pays comme l'Éthiopie a une matrice énergétique à 80% en fait de renouvelable. Donc l'Afrique pourra augmenter son accès à l'électricité, non seulement en truc, mais en le faisant de manière propre et contribuant justement à la réduction de l'émission de CO2. On parle beaucoup du numérique, d'ailleurs, dans différents domaines. On convoque le numérique, par exemple, pour la transition énergétique. On dit c'est l'avenir. Or, il s'avère que c'est peut-être encore plus énergivore et encore moins écologique que les carburants et que les énergies fossiles. Là, même question, on a envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas un mirage tout de même? Non, ce n'est pas un mirage. Un autre lien qu'il y a entre le numérique et l'énergie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en anglais le dark fiber. C'est qu'il y a beaucoup de fibres optiques qui est installée, mais qui n'est pas utilisée, qui sont sous-utilisées. Et nous travaillons avec les entreprises d'électricité, justement, qui disposent d'un réseau important de fibres optiques pour que ce réseau soit mis à la disposition des utilisateurs pour le numérique. Mais également, même si le digital est énergivore, comme vous dites, nous avons en Afrique des possibilités avec le solaire. Je viens également du Maroc, où ils sont en train d'utiliser du Concentrated Solar Power, CSP. Ils ont créé un ensemble très, très impressionnant et ils vont utiliser ces ressources pour mettre en place un data center. Donc, on utilise les ressources naturelles renouvelables disponibles en Afrique pour justement investir dans le numérique à des niveaux qui n'étaient pas encore envisagés. Les nouvelles technologies peuvent-elles, selon vous, et dans quelle mesure, réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en Afrique notamment? Il faudra deux choses. Il faudra des actions publiques agressives. Il faudra qu'au niveau des politiques publiques, qu'on fasse un effort tout particulier pour inclure les femmes, et c'est ce que nous faisons dans les projets que nous mettrons en œuvre dans le cadre de cette initiative. Mais également, il est clair que lorsque les femmes ont accès au digital, elles ont montré leur créativité et leur capacité justement à s'intégrer encore plus dans le marché du travail. Donc, c'est une combinaison d'actions publiques, mais également de mettre les ressources. Et je crois que ce qui se passe actuellement à Marrakech est un exemple de du potentiel que nous avons au niveau des femmes en Afrique. Eh bien, on y vient puisque, en tout cas, longtemps en retrait, les femmes agissent et n'attendent pas d'ailleurs toujours les bailleurs de fonds. Vous avez parlé de Marrakech, on va s'y rendre puisque a débuté ce matin ce forum Women in Africa. Isabelle Mourgère, envoyée spéciale de TV5 Monde, nous précise les enjeux de cet événement. Il y a une semaine, depuis le Tchad, nous évoquions l'éducation des petites filles dans l'espace francophone et en particulier dans l'Afrique francophone. Eh bien, justement aujourd'hui, ce sont des petites filles qui ont grandi et qui sont devenues des femmes entrepreneurs dont il s'agit. Selon une enquête menée il y a 2 ans, l'Afrique est championne du monde dans ce domaine avec 27% de femmes chefs d'entreprise, de petites, micro, moyennes et parfois même de grandes entreprises. Ce n'est pas la parité certes, mais c'est beaucoup mieux qu'ailleurs et c'est sans nul doute un exemple à suivre. Les femmes représentent la moitié de la population africaine. Elles produisent 62% des biens économiques. Un bémol cependant et pas des moindres, elles ne sont que 8,5% à être salariées. Elles sont aussi les premières à être impactées directement par le réchauffement climatique. Plus de distance à parcourir pour aller chercher de l'eau, ça veut dire moins de temps à consacrer au travail et donc à ramener de l'argent au foyer. Alors, qui sont-elles, ces femmes qui gagnent? Elles viennent du Sénégal, du Cameroun, du Gabon, du Kenya, du Maroc bien sûr. Elles sont patronnes de start-up, elles inventent des applications pour mobile, elles forment aussi au codage et pendant ces 2 jours à Marrakech, elles vont échanger leurs expériences, faire du réseautage, mais surtout chercher des financements, des sponsors, des partenariats, car ce n'est pas chose aisée quand on est femme. Alors, comme le dit la présidente de Women in Africa, la Nigériane Hafsat Abiola, qui a ouvert ce sommet ce matin, la question n'est pas de savoir si les femmes auront un jour l'équité, mais quand et comment.
Et avec nous en plateau, Maktar Diop, vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures partout dans le monde. D'ailleurs, on ne le précise pas qu'en Afrique, mais aussi en Asie, en Europe et sur tous les continents. Alors là, il était question de formation des femmes et notamment des jeunes. Vous menez aussi un projet, parlez-nous des transports et de ces masters notamment, qui nous emmène à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et aux ponts et chaussées en France. En Afrique, nous investissons beaucoup, très peu dans les sciences, technologies et mathématiques et ingénierie. Et il est important que ce gap soit compensé, parce que si on n'investit pas dans les STEM, on ne pourra pas faire cette révolution numérique qui est nécessaire. Seulement 22% des étudiants qui sortent des universités africaines sont formés dans les STEM, et ce ratio également touche les femmes. Donc les femmes sont moins représentées dans les universités, et il y a encore moins de femmes qui ont accès aux sciences de technologie. Donc là, il y a une formation conjointe en la matière, avec un master transport urbain. Mais souvent, c'est pareil, on ne va pas faire cliché, mais beaucoup de jeunes, une fois qu'ils sont formés et qu'ils ont un haut niveau, ils partent au Canada, non, en France. ils restent ici, ils restent aussi en Afrique. Il y a une entreprise française que je saurais nommer, qui a investi fortement en Afrique de l'Ouest et qui, justement, voudrait embaucher des centaines d'ingénieurs africains. Donc, eux, ce n'est pas un problème de... Les emplois sont là, ils n'ont pas les gens qui sont formés dans les domaines nécessaires. Donc, des métiers d'avenir, c'est tout ce qu'il y a. Ce qui concerne les big data, ce qu'on appelle les data scientists, ce sont des gens qui savent travailler avec ces informations, ces données. Il faut stocker. Et il faut stocker. Et c'est extrêmement important parce que l'Afrique a un avantage de former des gens qui travaillent sur ces données, qui les analysent à un coût moindre et qui pourraient justement travailler à partir du continent et exporter leurs services à l'extérieur. Merci beaucoup, Maktar Diop, d'avoir été avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci. Merci.